Pour les communistes révolutionnaires, la question de l'armement du prolétariat est indissociable de notre conception de l'État. En dernière analyse, celui-ci n'est, selon l'expression d'Engels, qu'une bande d'hommes armés. Fût-elle, comme aujourd'hui, masquée par une bureaucratie pléthorique et une troupe non moins nombreuse de politiciens défendant, d'une autre façon, les intérêts du grand capital. Lorsque son ordre social est menacé, la bourgeoisie s'appuie toujours sur son armée, sa police ou des groupes armés constitués pour maintenir sa domination. Le succès de la future révolution prolétarienne se jouera sur la capacité des travailleurs à briser cette force. Ils ont pour cela deux moyens essentiels à leur disposition, qui peuvent, et même doivent, s'additionner. Tout d'abord, gagner à eux ces défenseurs de l'ordre bourgeois, les faire basculer dans le camp de la révolution. Il s'agit alors de faire entrer la lutte des classes dans ses rangs, en tournant en particulier la troupe contre ses officiers. Dans l'histoire de la révolution russe, Trotsky raconte comment un cosaque, appartenant à ces unités protégeant l'autocratie tsariste, haïe par les classes populaires, fait un clin d'œil aux ouvrières qui manifestent au cours des premières heures de la révolution de février. Il signifiait quelque chose, ce clin d'œil, ajoute Trotsky. L'annonce, en vérité, de la décomposition proche de l'appareil d'État tsariste. Mais pour désarmer, puis détruire tout l'appareil d'État de la bourgeoisie, les travailleurs doivent eux-mêmes s'armer. Politiquement, bien sûr, et c'est le plus important. Là réside la raison d'être d'un parti communiste révolutionnaire. Mais il faut aussi qu'il s'arme, au sens premier, presque militaire du terme, pour préparer, comme l'écrivit Lénine, l'insurrection comme un art. Ce furent les conclusions tirées notamment par Marx et Engels des soulèvements et des révolutions auxquels ils avaient participé ou qu'ils avaient observés. Il y eut d'abord l'écrasement par la bourgeoisie de la classe ouvrière parisienne en juin 1848. La garde nationale, formée au nom de la nation et de la République, mais restée aux mains des propriétaires et des bourgeois, massacra alors les travailleurs, 3 mois seulement après le renversement de la monarchie et la proclamation de la liberté et de la fraternité. Blanqui formula cette leçon par une formule « Qui a du fer a du pain », exprimant le fait que la classe ouvrière ne pouvait compter que sur ses propres forces et son armement pour imposer ses intérêts. En 1871, le massacre des communards rendit plus évident encore cette nécessité politique. À l'armée permanente, à ses officiers issus de la noblesse et de la bourgeoisie, la Commune avait entre autres choses substitué l'armement des ouvrières et des ouvriers. Et quand en 1905, la classe ouvrière de Russie engagea son premier combat de masse pour renverser le pouvoir tsariste et transformer la société, elle se dota non seulement de soviets, mais aussi de détachements armés pour se donner les moyens d'assurer la victoire de la Révolution. Malheureusement, la grande majorité des paysans sous l'uniforme restèrent fidèles au régime et celui-ci, aidé par une bourgeoisie effrayée par le soulèvement ouvrier, sortit vainqueur de cet assaut. En 1917, ces expériences n'étaient pas oubliées. C'est dans la capitale, Pétrograd, que la classe ouvrière était la plus nombreuse, la plus concentrée et la plus riche d'expériences. La ville comptait plus de 400 000 travailleurs d'industrie. Les autres centres industriels se situaient à Moscou et sa région centrale, vers le nord-est autour de Vladimir et de Nijni-Novgorod, en Ukraine, notamment autour de Kharkov et de la zone minière du Donbass, en Oural, avec ses mines et sa métallurgie, dans la basse Volga et la Volga centrale, avec les villes de Kazan, Saratov, Tsaritsyn. Partout, la guerre avait entraîné une explosion des effectifs. À Pétrograd, 71,4% des industries comptaient plus de 1000 travailleurs. 38 en employaient plus de 2000. Poutilov avait à elle seule 26 000 à 30 000 ouvriers, le double qu'en 1914. Une fabrique de tuyaux en comptait 20 000, et plus de 60% des ouvriers de la métallurgie travaillaient dans des usines comptant entre 4 000 et 8 000 salariés. Malgré la répression, encore renforcée par l'entrée en guerre et l'envoi fréquent au front des fortes têtes et des meneurs, les grèves y étaient nombreuses depuis la remontée ouvrière engagée vers 1910, les militants plus présents qu'ailleurs, et la mémoire ouvrière vivace. Celle de 1905 en particulier, qui avait vu la première grève générale ouvrière, la création de soviets et une insurrection à Moscou, noyée dans le sang. Plusieurs centaines de groupes armés
s'étaient alors formés dans les villes ouvrières, à l'échelle d'un quartier, d'une usine, voire d'un village, ou autour des stations de chemin de fer par lesquelles transitaient les troupes. Il s'agissait alors, la plupart du temps, de groupes de défense pour protéger les meetings ou les manifestations ouvrières, pour expulser les agents de police. Ces milices avaient été par ailleurs un moyen pour les grévistes d'imposer leurs revendications, ou pour défendre leurs droits, tout juste arrachés au pouvoir et au patronat. Mais parfois, elles prenaient l'offensive, attaquant la police, les représentants du gouvernement, les patrons, les propriétaires terriens, voire organisant des raids sur des banques pour financer la lutte révolutionnaire. À l'instar des soviets, la mémoire de ces détachements armés resta dans la conscience collective ouvrière. Le terme même de garde rouge provient du nom donné en 1905 par les ouvriers révolutionnaires en Finlande, alors sous la coupe de l'Empire russe. Et beaucoup de responsables bolcheviques et de dirigeants des grèves de 1917, des vieux, comme on disait, d'une trentaine d'années, avaient été actifs 12 ans plus tôt dans les groupes armés. Cette répétition générale de 1905, selon le terme de Lénine, avait montré que les soldats, c'est-à-dire la masse paysanne, avaient été utilisés pour écraser la classe ouvrière, et que celle-ci devrait à l'avenir se doter de ses propres unités combattantes à une échelle bien plus grande. Loin de réduire à néant la perspective révolutionnaire, l'échec de l'insurrection de 1905 et de la Révolution confirma beaucoup de travailleurs dans le sentiment que leur cohésion et leur armement étaient essentiels pour le triomphe de la Révolution. Février-mars 1917. En quelques jours, les manifestations lancées pour la Journée internationale des femmes dans la capitale entraînent une vaste grève ouvrière et la chute du régime tsariste. Tandis qu'un gouvernement provisoire, dirigé par la bourgeoisie libérale, se met en place, les soviets d'ouvriers et de soldats se créent partout, et à différents niveaux, des comités d'usine sont également élus. D'emblée, la nécessité pour les travailleurs d'être armés de façon à éviter le chaos et à résister à une possible contre-offensive des forces tsaristes fut presque unanimement ressentie. Des milices se constituèrent peu à peu, sous la pression spontanée des travailleurs et des efforts d'une partie des militants ouvriers les plus conscients. Pour leur part, les dirigeants des partis révolutionnaires présents à Pétrograd, y compris ceux du parti bolchevique, dépassés, dans un premier temps, par l'ampleur et la rapidité du processus révolutionnaire, tardèrent à considérer l'armement des travailleurs comme une question pressante et ne firent pas beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais après quelques jours de flottement, cette question s'imposa d'elle-même. Une réunion des bolcheviks et des militants du groupe interrayon de Trotsky mit à l'ordre du jour la collecte d'armes pour former des groupes de combat. Le bolchevique Chliapnikov concédera cependant plus tard que les cadres du parti, parmi les ouvriers du rang, et les travailleurs eux-mêmes étaient alors plus impatients de s'emparer d'armes et de s'organiser que ne l'étaient alors les dirigeants. De fait, le prolétariat mit sur pied des détachements organisés autour des points stratégiques, sans aucune directive politique. Soukhanov décrit dans ses mémoires automobiles et camions dans lesquels se trouvaient tantôt assis, tantôt debout, ouvriers, étudiants, jeunes femmes de la bonne société avec ou sans insignes médicaux, les fusils étaient en grand nombre. Ces groupes, dont l'armement restait hétéroclite, fusils de guerre ou pour le tir sportif, revolvers et même des sabres, ou inexistants, remplacèrent de facto la police qui s'était volatilisée. Ces armes étaient de provenances diverses, soldats isolés sympathisant avec la Révolution, arrachés à la police ou prises dans les armureries des commissariats ou des régiments basculant du côté de l'insurrection. À de rares exceptions, l'armement saisi au cours des heures décisives de la Révolution de février ne sera jamais rendu. Parallèlement à ces efforts spontanés et parfois temporaires, des groupes permanents, mieux structurés, se constituèrent dans les districts ouvriers. Dans celui de l'usine Oboukov, au sud de Pétrograd, un comité révolutionnaire et des détachements ouvriers armés furent constitués. Il s'agissait de maintenir l'ordre, de désarmer la police, mais surtout de s'opposer aux gardes de l'usine qui avaient conservé leurs armes. À la faveur de la guerre, de nombreuses usines étaient en effet passées sous administration militaire. Des patrouilles armées seront organisées de la même façon par les ouvriers dans plusieurs entreprises. Et ce, avant même la décision du comité exécutif du Soviet de Pétrograd d'appeler les travailleurs à la formation de milices. Cet appel proposa l'envoi de commissaires du Soviet dans chaque district de la capitale pour former des détachements armés à raison de 100 membres pour 1000 ouvriers pour restaurer l'ordre et diriger la lutte contre l'anarchie et les pogroms.
Cela avait été l'une de leurs tâches lors de la Révolution de 1905. Cet appel ne fut guère suivi d'effet par ses initiateurs. En revanche, il fut accueilli avec enthousiasme par les masses populaires. L'ancien garde rouge et militant bolchevique, Georgievski, rapporte « D'instinct, sans aucune direction, personne n'eut à pousser les travailleurs vers cela, mais au contraire, ils sentirent d'eux-mêmes qu'il y avait une menace, qu'ils devaient s'armer par eux-mêmes. À bien des égards, les décisions du Soviet ne firent que donner une base légale aux initiatives des travailleurs dans les usines. Il en alla de même avec le fameux ordre numéro 1, définissant sous la dictée de leurs délégués les nouveaux droits des soldats. Sans attendre, les travailleurs s'organisèrent. À l'usine de câbles de Petrograd, l'Assemblée générale approuva la formation d'une milice forte de 270 membres. Fut adoptée également l'exigence que ceux-ci soient payés par le patron, comme des salariés réguliers, même en cas d'absence au travail. Cet exemple allait être contagieux et durable. Parmi les 30 000 ouvriers de l'usine Poutilov, à l'organisation spontanée de travailleurs en armes, succéda l'élection d'une milice structurée, parallèlement à celle des délégués de l'entreprise au Soviet de Petrograd. Dans le quartier ouvrier de Vyborg, où le parti bolchevique comptait aussi ses plus solides positions, un comité de la garde ouvrière lança un appel à tous ceux qui possédaient des armes pour s'organiser en détachement ou à défaut pour lui confier leurs armes. Cette initiative essaima dans toutes les usines, renforçant la confiance des masses ouvrières dans leurs forces. Être armé, former des milices, des gardes rouges, n'était pas seulement un droit conquis à défendre, cela signifiait être organisé contre leur ennemi de classe, grands patrons et bourgeois. Ces bourgeois libéraux au pouvoir et les socialistes qui les soutenaient, effrayés par cette vague ouvrière puissante, espéraient à l'inverse un rapide retour à la normale. Dans le but de désarmer les travailleurs, la Douma, cette assemblée reflétant les aspirations de la bourgeoisie et où s'abritaient nombre d'anciens défenseurs du tsarisme, tenta de mettre en place sa propre force armée municipale, fut appelée milice du peuple. Le gouvernement provisoire multiplia les appels aux citoyens au nom de la défense du maintien de l'ordre. Recrutée dans les beaux quartiers de la capitale, cette milice fut regardée avec mépris par les travailleurs, qui virent en elle une restauration de la police haïe pour avoir soutenu férocement le régime tsariste et la répression patronale. Ainsi s'exprimait l'Assemblée générale de l'usine de câbles le 25 mars. Les travailleurs, ayant entendu le rapport de ses représentants au Conseil de la milice ouvrière à propos de la formation d'une milice du peuple, dénoncent dans cette organisation la campagne de la bourgeoisie contre les milices ouvrières. La bourgeoisie était d'autant plus prompte à dénoncer les travailleurs en armes que le grand patronat, qui avait été contraint d'accepter de payer les ouvriers élus dans les milices ouvrières jusqu'au 14 avril, exigeait désormais que le gouvernement provisoire prenne en charge leurs salaires. On estime à environ 20 000 les travailleurs alors organisés dans la capitale dans des groupes armés. L'immense majorité refusèrent l'idée de se fondre dans une milice citoyenne, mêlant les diverses classes, et désertèrent bientôt celle-ci. Bien plus, les délégués des milices ouvrières réclamèrent le 20 mars la création d'un organe central fédérant leurs unités, de façon à ne pas dépendre d'un contrôle ou d'une influence non prolétarienne. Cette conscience des intérêts spécifiques des ouvriers était profondément ancrée dans la classe ouvrière. Elle est l'une des clés de la Révolution. La lutte de classe qui continuait mettait à l'ordre du jour cette nécessité. Dès le tsarisme renversé avait commencé le combat pour la journée de 8 heures, pour le contrôle ouvrier sur la production et sur l'embauche, les augmentations de salaire, le droit de créer librement des syndicats et bien d'autres. L'élection des comités d'usine en fut une des expressions. L'existence de détachements armés dans les entreprises ou dans les quartiers ouvriers, souvent en lien avec les comités d'usine, plus rarement autour d'un syndicat, était un appui pour leurs revendications. Quand des ouvriers grévistes montaient à la direction accompagnés de camarades en armes, cela changeait quand même déjà pas mal le rapport des forces. Sous l'influence des militants bolcheviques, chaque groupe armé devenait un défenseur des intérêts généraux des travailleurs. Après le retour de Lénine, il devint clair que les bolcheviks, la milice ouvrière, ne devait pas être considérée comme une organisation temporaire pour la seule satisfaction des besoins immédiats, mais comme l'embryon d'une armée régulière et puissante des travailleurs. C'est dans ce cadre que le bolchevique Vladimir Bonch-Brouevitch appela à la création d'une garde rouge du prolétariat, une organisation à l'échelle de Petrograd totalement séparée de la nouvelle police.
L'organisation militaire bolchevique, dont l'activité avait été principalement tournée en direction des soldats et des marins, fut orientée dans ce sens. À la mi-avril, plusieurs unités de garde rouge étaient déjà sur pied. Les dirigeants mencheviks qui soutenaient la politique du gouvernement provisoire défendaient un point de vue totalement opposé. Ils prétendaient que les travailleurs étaient incapables de remplacer l'armée et de défendre la révolution contre le risque de contre-révolution. Ils reprirent en revanche à leur compte la proposition d'une milice citoyenne pour maintenir l'ordre, invoquant l'unité nécessaire entre travailleurs et soldats. Ils s'alignèrent de facto sur les cadets, les porte-paroles de la bourgeoisie libérale, qui affirmaient que les milices ouvrières étaient une aberration et un danger, les qualifiant eux-mêmes d'inutiles et de nuisibles. Cette prise de position des mencheviks leur ôta tout crédit parmi de larges couches du prolétariat. Seuls les bolcheviks, et avec des forces bien moindres les anarchistes, défendaient la nécessité pour les ouvriers de s'armer. Ce fossé n'allait cesser de s'élargir à partir du mois d'avril, lorsque soldats et ouvriers manifestèrent contre la politique du gouvernement provisoire. Celui-ci, dont le socialiste Kerensky était devenu l'homme fort, se lança à la fin du printemps dans une vaste offensive militaire. Il répondait aux exigences de l'impérialisme anglais et français, auxquels il restait lié par les traités secrets, signés par le tsar avant et durant la guerre. Mais c'était aussi pour lui la seule façon de briser la classe ouvrière et la révolution, qui ne cessait de s'approfondir dans les unités combattantes du front, dans les villes et bientôt dans les campagnes. En avril, les détachements armés d'ouvriers jouèrent un rôle de premier plan dans les manifestations contre le pouvoir. Ils marchèrent le plus souvent en tête des cortèges. Les événements avaient convaincu les travailleurs du rang de la nécessité de s'armer. Ainsi, à l'usine de machines électriques, Dioufon Konstantinovitch, les ouvriers vinrent armés au travail et répliquèrent à ceux qui les interpellèrent « au cas où ». Une assemblée générale de 42 usines de Pétrograd proclama ce même mois d'avril « Seule la classe ouvrière en armes peut assurer la véritable défense de la liberté pour laquelle nous nous sommes battus. La tâche de la révolution n'est pas achevée. La garde rouge, vrai chemin vers la révolution, sera sa défense à l'heure du danger. » Mais le gouvernement provisoire persévéra dans sa politique. La peine de mort fut rétablie à l'armée, et Kerensky tenta de restaurer la vieille et implacable discipline de l'armée tsariste. Pour défendre les buts de guerre de la Russie de Nicolas II que la bourgeoisie avait fait sien, il se devait de restaurer l'instrument de ces buts, c'est-à-dire l'armée et la police. Désarmer les milices prolétariennes devint pour lui un enjeu majeur. La Douma municipale fixa un salaire de 150 roubles par mois pour les miliciens, bien en dessous du salaire d'un ouvrier qualifié. Cela signifiait que les travailleurs devaient choisir entre quitter leur détachement armé ou quitter leur emploi, ce que personne ne voulait faire. Et ce, au moment où les conflits avec les patrons ne cessaient de s'amplifier et d'impliquer les gardes rouges, rendant ceux-ci de plus en plus populaires. Un affrontement d'ampleur entre le prolétariat révolutionnaire de Pétrograd et Kerensky allait se dérouler lors des journées de juillet. Des milliers d'ouvriers armés encadraient les cortèges venant des quartiers ouvriers en scandant « Tout le pouvoir aux soviets ». Depuis l'usine Poutilov, 2000 gardes rouges conduisirent une colonne de 30 000 travailleurs. Au total, 40 à 60 000 soldats participèrent aussi à cette démonstration de force, ainsi que 300 à 350 000 travailleurs. La classe ouvrière revendiquait pour la première fois le pouvoir pour elle-même. La répression orchestrée par Kerensky, qui dénonça une tentative d'insurrection, fut brutale. Plusieurs journaux bolcheviques furent interdits, leurs locaux occupés. Des dirigeants du parti, dont Trotsky, furent arrêtés, et Lénine dut s'enfuir en Finlande pour ne pas subir le même sort. La bourgeoisie était passée à la contre-offensive. Dans les jours suivants, elle allait tenter d'en finir avec les détachements armés ouvriers. Mais les travailleurs savaient que s'ils abandonnaient leurs armes et leurs organisations, c'en serait bientôt fini de leurs droits et de la révolution elle-même. Ils opposèrent une résistance farouche à cette politique. Le gouvernement provisoire exigea en vain que toutes les armes dont les travailleurs s'étaient emparés soient rendues. Il ne put mettre la main que sur un stock dérisoire. Le patronat, sentant son heure venue, se saisit de la situation politique créée par la répression pour tenter à son tour de dissoudre les détachements ouvriers et de rétablir son pouvoir, mais il n'y parvint pas davantage. Dès qu'un patron annonçait qu'il refusait de payer les heures consacrées à l'entraînement ou aux missions des gardes rouges, il devait faire face à la réaction armée des ouvriers. Le comité de Poutilov exigea que les Cosaques, qui avaient remplacé les gardes rouges dans l'usine
après les journées de juillet, soient remplacés à leur tour par les ouvriers en armes. Et début août, un commandement central des Gardes rouges, composé de 4 bolcheviks et d'un anarchiste, fut constitué. Quelques semaines plus tard, sentant le gouvernement provisoire discrédité dans les masses ouvrières, le général Kornilov fit une tentative de putsch. Kerensky n'eut d'autre issue pour espérer sauver sa place que de faire appel aux soldats et aux organisations ouvrières, y compris celles, comme le parti bolchevique, qu'il venait de réprimer. La mobilisation des travailleurs réduisit à néant en quelques jours les troupes de Kornilov. Dans cet affrontement, les détachements de Garde rouge avaient joué de nouveau un rôle de premier plan. Cela entraîna une multiplication des détachements armés dans les entreprises et surtout un renforcement considérable de la conscience ouvrière et de sa confiance en ses propres forces. À partir du mois de septembre, face au spectre de la famine dans les campagnes et dans les villes, du chômage et d'une catastrophe économique, les bolcheviks opposèrent la nécessité de l'armement du prolétariat et de la prise du pouvoir. La préparation militaire des travailleurs s'intensifia. Un militant relate l'atmosphère à l'usine Vulcan. Un ordre venant de l'état-major des Gardes rouges fut reçu pour préparer les Gardes rouges pour l'action. Les culasses des fusils firent entendre leurs clics. Dans la cour de l'usine, les camions furent équipés d'une protection blindée et de mitrailleuses. L'usine devint un camp armé. Nombre de travailleurs ne quittaient plus l'usine, mais y dormaient, avec leurs armes, transformant la cantine en caserne. À l'usine Lessner, les Gardes rouges étaient mobilisés à plein temps, plusieurs jours avant la Révolution où, comme chez Ericsson, ils étaient de facto encasernés. Armes et munitions furent distribuées plus largement. Dans les usines, les unités médicales des milices ouvrières, formées de milliers de femmes, organisaient des cours de formation aux premiers secours sous la supervision d'étudiants en médecine. L'annonce de la prochaine prise du pouvoir par les bolcheviks circulait dans tout Pétrograd à travers la presse, les conversations et les meetings. La préparation militaire s'intensifia. Dans l'usine de la Baltique, l'entraînement s'effectuait aux abords de 2 à 3 heures durant, après le travail. Chez Ericsson, les entraînements se déroulaient les jeudis et vendredis de 17h à 19h sous la direction de 3 travailleurs. À l'usine de Cartouche, c'était 3 fois par semaine. La lutte pour faire basculer la garnison de la capitale fut conduite par le comité militaire révolutionnaire dépendant du soviet de la capitale, où les bolcheviks étaient désormais majoritaires. Mais les Gardes rouges jouèrent un rôle actif dans tous les préparatifs et dans la prise du pouvoir elle-même. Dès le 24 octobre, le comité militaire révolutionnaire ordonna aux unités de la garnison de se considérer comme en état de guerre et d'attendre des ordres. Les Gardes rouges, dont la cohésion était remarquable, se mobilisèrent simultanément dans les quartiers ouvriers, puis occupèrent les points stratégiques les plus importants. Ils eurent en charge la défense de Smolny, le siège du soviet et quartier général des bolcheviks. Dans les arrondissements de la capitale, ils assurèrent la garde des usines et des bâtiments publics. Ils occupèrent notamment des ponts, des gares, qui devaient servir de point de rassemblement des troupes répondant aux appels du gouvernement provisoire, téléphones et télégraphes, prisons. Dans la nuit de la prise du pouvoir, les Gardes rouges s'emparèrent de dizaines de milliers d'armes, fusils, mitrailleuses, grenades à main et autres engins explosifs. Ce fut un apport militaire décisif, mais aussi moral, pour les troupes insurgées, en raison de leur engagement sans équivoque pour un pouvoir des soviets. Au total, on estime les effectifs des Gardes rouges à 200 000 à l'échelle de la Russie, de jeunes ouvriers de moins de 25 ans pour la plupart d'entre eux. À Moscou, ils passèrent de 8 500 à 30 000 au cours de la Révolution d'octobre. Dans sa région, un groupe avait été spécialement mis sur pied autour des gares pour organiser la saisie des armes auprès des soldats allant ou revenant du front, ou empruntant les chemins de fer pour une permission ou rentrer chez eux. Dans les semaines qui suivirent la prise du pouvoir, ces détachements ouvriers en armes furent envoyés partout où les bolcheviks avaient besoin d'étendre la révolution, notamment en Ukraine, aux Pays-Baltes ou en Finlande. Et dès janvier 1918, ses membres formèrent les premiers noyaux de la future armée rouge. La classe ouvrière de Russie fut le fer de lance de la révolution. Sa conscience, sa détermination et son courage lui permirent d'entraîner derrière elle l'ensemble des exploités contre la bourgeoisie, les forces de la contre-révolution et leurs serviteurs politiques. Ces détachements armés ont été l'une des expressions les plus pures de ce combat de classe. Dès février, les travailleurs avaient compris qu'ils devaient s'organiser à part, y compris sur le plan militaire, car leur émancipation ne pouvait être que leur propre œuvre. Des unités de nature diverses, mais dont les chefs étaient élus, révocables,
et placé sous le contrôle permanent des travailleurs. Il formait ainsi la forme spontanément trouvée de la dictature du prolétariat pour en finir avec la dictature du capital. Le parti bolchevique fut le seul à s'appuyer sur cette force et à lui offrir une perspective révolutionnaire, et cela contribua grandement à asseoir son crédit au sein du prolétariat des villes, puis des campagnes. Aujourd'hui encore, face à la montée de la barbarie et des idées réactionnaires, mais aussi au vu des soulèvements en Égypte, au Soudan comme en Algérie, ces leçons ne doivent pas être oubliées. Renoncer à cette politique serait renoncer à la perspective même d'une révolution ouvrière.